Euh, Bonsoir à tous. Tout le monde m'entend? Ouais. Alors, je vais commencer par couper les micros. Donc ce soir, en fait, je vais juste couper les micros et vous prévenir que ce café virtuel va être enregistré. Et ce soir, c'est Laurent qui va se coller à l'introduction. Bon café virtuel à tous. Bonne FFI Academy à tous. À toi, Laurent. Ah, c'était bien, bravo. Merci Emmanuel. Tu as fait très synthétique cette fois-ci. Alors, ce soir, nous avons le grand plaisir, dans le cadre du partenariat entre les forces françaises de l'industrie et Ma PME numérique, qui est une initiative lancée par Microsoft, comme vous le savez, pour promouvoir l'adoption du numérique dans les PME françaises. Comme vous le savez, on a un petit peu de retard. Nous avons le grand plaisir d'avoir Geoffrey Gabel avec nous, qui est directeur des professionnels services d'une entreprise qui s'appelle Lectra, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien, puisque c'est un acteur de pointe, hein, c'est un des leaders mondiaux dans son activité, puisque c'est de la découpe automatisée, laser, et puis beaucoup d'intelligence artificielle. Enfin, tu le diras beaucoup mieux que moi, Geoffrey, là-dessus. Exactement, je te fais confiance. Écoute, Geoffrey, tu es venu accompagné d'Andrea, ce qui est très gentil à vous deux, messieurs, en tout cas d'être là et d'avoir accepté cette invitation. Alors, Andrea, tu nous intéresses pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu as une expertise industrielle qui sera toujours, qui nous plaît toujours en matière d'illustration. Mais par ailleurs, tu es italien et donc tu peux constater au jour le jour et depuis plusieurs années comment est-ce que tes compatriotes ont réussi à faire quelque chose que nous, on n'a pas tellement bien réussi à faire, c'est-à-dire à préserver, mais même faire plus que préserver, hein, c'est-à-dire faire rayonner le Made in Italy à un moment où, d'un point de vue industriel, à un moment où nous, on a eu beaucoup de mal à sauver notre Made in France, même si nous attendons beaucoup d'un rebond extrêmement positif, et notamment grâce à Gilles Attaf, qui est quelque part, je ne sais pas où, et ses nouvelles fonctions, encore une fois, bravo Gilles. Voilà, donc après cette introduction parfaitement décousue, Geoffrey, je te propose de mettre un peu de structure, hein, de montrer que ce café virtuel est avant tout une affaire de professionnels. Et tu vas pouvoir, rappeler un petit peu qui est Lectra, dans quel cadre, enfin, sauf si, pardon, Thomas, Thomas, tu nous as rejoint ou pas? Si Thomas, tu veux peut-être dire deux mots. Ouais, très bien. Vas-y. Et ensuite, on aura Geoffrey qui nous expliquera un petit peu ce qu'est Lectra et ensuite rentrer dans le détail de ces marchés textiles, français d'un côté et italiens de l'autre. Merci Laurent. Donc, avant de passer la parole à l'équipe Lectra, Geoffrey et Andrea, donc pour rappel, effectivement, ce partenariat FFI et Ma PME numérique a pour objectif aussi de mettre en avant un certain nombre d'acteurs technologiques au service justement de la compétitivité industrielle française. Et on a plein de boîtes très talentueuses en France, notamment Lectra, que Microsoft accompagne aussi sur le plan technologique. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment présenter des cas clients, mettre en avant des usages. Voilà, donc c'était surtout ça l'objectif de cette académie. Il y aura d'autres témoignages de partenaires qui ont rejoint l'initiative collective Ma PME numérique sur d'autres sujets, notamment la réalité mixte. Voilà, j'en perds ma voix. C'est l'heure de l'apéro, du coup. Non, mais on comprend parce que c'est un sujet très émouvant, Thomas. Eh oui, exactement. Il y a beaucoup d'émotions et c'est important parce que l'industrie, c'est aussi ça, c'est l'émotion, c'est pouvoir toucher. Et dans un monde numérique, je pense qu'on revient aussi à l'essentiel. Et donc, sans plus attendre, voilà, je te passe la parole, Geoffrey, pour présenter cette magnifique entreprise française qui est Lectra. Merci Thomas, merci Laurent. Est-ce que vous voyez bien mon écran, enfin la présentation que j'affiche? Oui, c'est bon. C'est bon? Super. Donc oui, merci aux Forces françaises de l'industrie et à Microsoft de nous convier à ce round un peu d'échange autour des thématiques de la réindustrialisation via les outils numériques que nous on porte. On a quelques slides quand même pour porter un tout petit peu et puis animer la discussion qu'on va utiliser avec Andrea.
D'abord pour rappeler un peu qui est Electra, nous positionner un peu sur le marché, là où on intervient et ce qu'on fait. Et ensuite, on ira regarder de l'autre côté des Alpes, parler du Made in Italy globalement, comment aujourd'hui se porte un peu le tissu industriel italien, comment il est composé, comment il s'est réinventé, avec aussi un petit focus sur la mode, parce que nous, c'est vrai qu'on a la possibilité, comme on est présent sur le marché de la mode et de l'habillement depuis un certain temps, de pouvoir aussi comparer ce qui se passe entre différents pays. Et là, on est sur une même zone, l'Europe, et on a pu voir des évolutions un peu différentes sur ces deux pays-là depuis un certain temps, avec des choses qui se ressemblent et des particularités qu'on va exposer. Qui est Electra. Donc nous, on est une boîte aujourd'hui française, créée en 73. On est sur 3 marchés principaux, mode, automobile, ameublement. Je reviendrai un peu sur qui sont nos clients. On en a beaucoup parce que voilà, depuis de notre présence depuis un certain temps, on a un certain nombre de clients qui travaillent maintenant avec nous et qu'on a conservé dans notre base active de partenaires. On est 1700 personnes dans le monde, avec 50 nationalités différentes et 34 filiales. Ce qu'il faut savoir sur Electra, c'est que c'est né en 73 et assez vite, avant 1980, donc entre 75 et 80, on créait déjà des filiales, notamment au Japon. Il y a toujours eu le souhait d'être très présent avec des effectifs en local pour comprendre comment ça se passait, quelles étaient les habitudes des entreprises, des consommateurs, et essayer de développer une offre qui soit technologiquement et fonctionnellement utile à tout le monde, peu importe l'endroit d'où on vient et ce qu'on produit sur les 3 marchés que j'évoque. Sur notre chiffre d'affaires, on évoque, oui, on a un chiffre d'affaires qu'on réinvestit à hauteur de 11% dans la R&D chaque année. Et l'année dernière, on faisait à peu près 240 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était un peu plus en 2019, 280, mais bon, ça c'est assez bien maintenu. Alors, comme je l'évoquais, nous, on est sur la mode, l'automobile, l'ameublement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être dans le marché de la mode, par exemple? C'est qu'on travaille avec des marques que vous pouvez peut-être un peu reconnaître en bas. Donc, on a des gros acteurs du H&M, du Decathlon, du Calzedonia, et aussi des acteurs plus locaux, on va dire, ou naissants, comme le slip 83, enfin le slip français 1083 ou Atelier Tout Ferry dans le jean. Des acteurs qui vont être dans le luxe, faire des produits très haut de gamme, des choses qui sont plutôt dans le prêt-à-porter, parfois des boîtes qui font que de la distribution, parfois des boîtes qui fabriquent également. Donc la mode, c'est aussi un univers assez hétérogène en termes de supply chain. Contrairement par exemple à l'automobile où on a un peu une logique, là où on travaille aussi, on a des grands donneurs d'ordre, des niveaux, des tiers 1, tiers 2 qui s'organisent un peu suivant des choses assez normalisées, enfin à peu près normalisées. Dans la mode, on va retrouver une variété de supply chain, une variété d'acteurs qui vont essayer de collaborer ensemble pour amener des vêtements sur le marché. Donc dans les boutiques, quand elles ne sont pas fermées, maintenant de plus en plus sur Internet, avec de la vente via les réseaux sociaux qui se développent aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent sur le marché du vêtement qu'on accompagne. On est aussi présent donc automobile et ameublement. L'ameublement, c'est vrai que ça partage avec la mode d'être un peu dans un rythme saisonnier. On crée des canapés, on crée des intérieurs au rythme des saisons. Et il y a cette tendance à faire des choses de plus en plus personnalisées. Notamment là, pendant la phase de Covid, on a vu que c'était un des marchés qui avait plutôt bien tenu, nous, du fait que les gens forcément restaient à la maison. Ils ont décidé de s'équiper et de se racheter des meubles, des canapés. Voilà. On est aussi présent parce que ça fait un certain temps qu'on coupe des matériaux sur tout ce qui est aéronautique et nautique, donc la coupe de matériaux composites. C'est vrai que le marché en France était assez fort, y compris au niveau des équipementiers, enfin de toute la chaîne de supply chain, de l'approvisionnement des groupes comme Airbus et autres. Ça a un peu ralenti là récemment, vu les impacts qu'on connaît, mais ça reste un marché important pour nous. Donc c'est vrai que nous, par rapport à ces marchés-là, on se positionne sur un partenaire dans l'évolution vers l'industrie 4.0. Donc ce qu'on appelle, nous, l'évolution, enfin l'industrie 4.0, c'est un peu cette phase qui arrive après la mécanisation, la production de masse et la mise en place de l'électronique de plus en plus dans les chaînes de fab, qui va embarquer plus de données, notamment via Internet. Donc les données, on parle de big data aujourd'hui, mais c'est une capacité qu'on a en se servant de stockage dans le cloud d'aller chercher beaucoup plus que ce qu'on peut mettre dans une grille Excel, et de là déterminer des choses un peu nouvelles, apprendre des choses un peu nouvelles sur les opérations liées à différents comportements, l'exploiter mieux cette donnée, travailler aussi sur ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc par exemple, nos machines de découpe parlent à nos rouleaux de tissu qui eux-mêmes parlent à nos logiciels, et que tout ça s'organise de façon intelligente pour travailler de la productivité, travailler de la qualité, enfin faire les choses de façon un peu plus efficace et d'arriver à concentrer finalement les savoir-faire et les expertises là où elles doivent être, et de confier un peu aux algorithmes et aux machines ce qu'elles peuvent faire à une échelle différente. Et c'est un peu tout ça, nous, l'industrie 4.0, enfin les concepts qu'on met derrière et qu'on essaie de décliner chez nos clients.
N'hésitez pas à m'interrompre hein, si c'est vraiment fumeux et ce que je raconte. Là, Pas c'est du un tout. peu. Pour l'instant, nous buvons tes Voilà. paroles. Ah, super, merci Moi, je beaucoup. trouve ça très intéressant. Alors, bon, bah voilà, c'est vraiment l'apéro alors. Par rapport à la mode, ici, je vous ai représenté, il y a deux axes. C'est-à-dire, on va essayer de couvrir, nous, si on parle des acteurs de la fabrication de vêtements, les différentes phases qu'on va retrouver dans ces entreprises, hein, l'étude de marché, la conception des produits, donc dessiner des vêtements, faire des patronages de vêtements, la mise au point, ensuite envoyer tout ça vers des lignes de production, de découpe et les amener jusqu'à la vente. Donc, on va essayer, nous, d'accompagner nos clients un peu dans toutes ces étapes avec des briques logicielles qui vont amener de la collaboration parfois et parfois d'expertise métier. Donc, on va rentrer dans des notions d'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, pour faire l'étude de marché. C'est ma première colonne, hein, ça s'appelle RedViews. Donc, notamment à l'heure où les gens vendent de plus en plus, enfin, les sociétés vendent de plus en plus sur Internet, on va permettre à nos clients d'analyser ce que font les concurrents, de regarder ce qui se vend, ce qui marche bien, les couleurs, les formes à la mode. Y compris sur des marchés qui ne sont pas français, hein. Une marque qui veut aller à l'export, on regarde ce qui marche en Italie, en Belgique, en Espagne. Et ce n'est pas toujours la même chose. Quand on a des velléités de pousser un produit ailleurs, et on sait qu'aujourd'hui, avec un site Internet, on peut être présent un peu partout, il s'agit aussi de voir ce qui peut plaire à d'autres cultures, d'autres pays. Mais ça, Reduce permet, par exemple. Les logiciels Kaleido, Modare, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que tout ce savoir-faire qui existe depuis 73 pour faire des vêtements en France, qui à un moment c'est expatrié. Enfin, c'est vrai qu'on a eu, nous, une grande vase où on a vu les gens qui faisaient du modélisme aller d'abord un peu dans les pays du Maghreb, d'Europe de l'Est, mais aller en Asie aussi. Donc moi, mes expertes du modélisme, du patronage aujourd'hui sont amenés à former des équipes chinoises qui sont maintenant de plus en plus avancées dans la conception des modèles, y compris l'utilisation de la 3D dans la réalisation de prototypes de vêtements 3D. Donc on voit aussi que c'est voilà, des savoir-faire qui sont un peu déplacés, qu'il faut peut-être aussi rapatrier via la maîtrise des outils. Bon, je ne vais pas développer tout le reste, mais Vector, Fashion on Demand sont des outils de production intelligents. Et l'idée, c'est de s'adapter aussi un peu à tous les cycles. Donc, c'est vrai que la mode, c'est aussi un marché. Alors, moi, je viens d'autres industries et j'ai découvert ça. C'est que c'est en permanence du changement entre les produits qui sont des produits de saison, entre les capsules, enfin, ce qu'on appelle des capsules, qui sont des petites séries de produits qu'on veut lancer. Et tout ça dans un monde où les cotons, à un moment, disparaissent, les matières coûtent cher, les usines asiatiques ferment. Hein, d'un point de vue supply chain et des complexités, on va assez loin. Donc, il faut surtout des outils qui puissent gérer ça. Le fait d'être toujours à changer un tout petit peu d'orientation, d'offres à faire avec les imprévus. Donc voilà, nous, on a tout un set d'offres pour couvrir ces aspects-là. On pourra en reparler à la fin. Donc, l'idée de cette session aujourd'hui, c'était un peu de avoir un regard croisé France-Italie. On va plutôt parler de l'Italie maintenant, puis on pourra revenir sur la France en regard. Et avant de passer la main à Andrea qui va nous parler aujourd'hui un peu du territoire industriel italien et de la mode en Italie, je vous ai mis quelques chiffres de comparaison un peu pour comprendre d'un point de vue dimension de quoi on parle. Quand on regarde aujourd'hui l'industrie du textile en France, a priori, alors officiellement, on serait sur 2200 entreprises référencées travaillant dans le textile, quand de l'autre côté des Alpes, on serait sur un facteur x7, fois 10, fois 20 pardon, sur les entreprises. Donc, je vais rester sur la première ligne. Pour un salarié qui est dans le textile en France, on en a 7 en Italie. Et pour une entreprise qui travaille qui est dans le textile en France, on en aurait 20 en Italie. Donc, on est sur des poids au niveau de l'économie qui sont un peu différents et au niveau aussi de l'occupation dans l'industrie. Le ratio, on le fait assez vite. C'est vrai qu'en Italie, on comprend qu'on va aussi beaucoup s'appuyer sur des très petites structures, hein, beaucoup de boîtes qui font moins de 10 salariés. Par contre, des boîtes qui vont être intégrées à des écosystèmes de grandes marques aussi agiles. C'est-à-dire que toutes ces sociétés-là, au-delà de représenter des ateliers de 10 personnes, sont aussi parfois beaucoup de savoir-faire bien compris, bien connus, notamment des grands donneurs d'ordre, qui seront plutôt des ETI, voire des grands groupes du luxe qu'on connaît, hein, les Gucci, Dolce Gabbana, qui savent très bien où trouver les savoir-faire. Mais c'est un peu le maillage qui sera très différent et la taille de ce que ça représente qui sera aussi différent. Niveau coût de la main-d'œuvre, on est sur un delta. Alors, pour 1 euro de main-d'œuvre en France, on sera sur à peu près 80 centimes en Italie. Ça s'explique par différents facteurs. C'est aussi à regarder par rapport à des typologies de produits qui pourraient être aussi un peu différentes, sachant qu'en France, on va conserver aussi un peu du luxe. On a du luxe en Italie, mais des choses qui vont être moyenne gamme. Bon, il y a un effet main-d'œuvre qui est aussi intégré quand on compare les deux pays.
Voilà un peu pour le mapping global, sachant que là, c'est la situation aujourd'hui, mais quand à un moment, nous, la France, on a un peu perdu notre industrie textile pour un certain nombre de raisons, l'Italie a subi un peu les mêmes pressions finalement du monde externe, mais a réagi un peu différemment. C'est que par rapport aux mêmes événements, eux se sont concentrés sur certaines choses autour du Made in Italy, hein, notamment, qui a cristallisé un certain nombre de décisions, que ce soit sur finalement l'aide à l'industrie, hein, qui a pu voilà, intervenir un certain temps, ou la manière de le faire de façon plus agile, plus en écosystème, donc sans justement remettre en question le modèle de dire on va se faire des grosses structures, on va rationaliser coûts avec des synergies. Ils avaient décidé de garder un peu ce modèle agile, mais de le faire intelligemment. Donc c'est un peu maintenant toute cette histoire qu'on va, enfin un peu remis au goût du jour avec les derniers chiffres qu'on va balayer. Et là, je vais laisser la main un peu à Andrea. Sur les aspects du Made in Italy 4.0, donc ce que c'est aujourd'hui ce territoire de l'industrie en Italie, avant de rentrer un peu plus sur la mode. Ok, merci Geoffrey et bonsoir à tous. Et en effet, comme tu dis, je pense que la réponse, c'est déjà sur la première chiffre qu'on peut regarder. Donc, on parle de 4 millions à peu près de TMP et PME. Donc, ces 4 millions se fait sur des petites, des medium et des micro-sociétés. Juste pour vous donner un peu une idée, donc une société medium, il y a à peu près 250 employés avec moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un petit, c'est moins de 50 employés et moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Et après, il y a seulement les micros qui c'est moins de 2 millions. Donc, c'est des chiffres importants et c'est une structure portante des systèmes productifs italiens. Là, c'est clair. Et donc, le chiffre d'affaires réalisé annuellement, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on parle de 2000 milliards d'euros. Pour rester sur les PMI, je recherchais un peu quelques infos intéressantes à niveau des transformations numériques. Parce que je pense que là, aujourd'hui, c'est un aspect très fort pour cette société. Et donc, si on regarde un peu cette chiffre, on commence à revoir qu'est-ce qui s'est passé dans la période de la pandémie. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, a favorisé une accélération de la transformation numérique et déjà 7 sur 10 sociétés ont adopté de nouveaux outils de marketing digital. Donc, on parle des social media en général, donc, comme on a dit, Facebook, Instagram, etc. Et en plus, sont changés beaucoup sur l'adoption de l'e-commerce et en adapté des services cloud. Nous, on dit que cette entreprise, pendant le lockdown, ont fait en 5 mois ce que feront normalement en 5 années. Ça, c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Nous, on a des expériences sur la partie des formations. Ça veut dire que dans les périodes de lockdown, on a complètement fait des formations aux clients, formations software, formations online. Donc, cette transformation, il est passé vraiment très bien. Et aujourd'hui, qu'on peut effectivement aller chez les clients, on a réussi à maintenir cette mode de formation. Et donc, je pense que c'est déjà quelque chose qui a changé dans la tête et dans l'approche des sociétés. Un autre point intéressant, c'est les responsables IT. Sur cette petite société, c'est très fort la présence des responsables IT, qui normalement c'est lui qui va gérer
un peu toutes les informations pour avoir une intégration meilleure et gérer tout ce qui concerne un peu une transformation digitale. Donc, c'est important. L'adoption des services cloud, c'est déjà quelques années, mais je pense que l'accélération de l'utilisation sur des plateformes, mais il est sensiblement augmenté, surtout pour les sociétés qui ont pris toute la structure ERP et cette structure s'est passée complètement sur des services cloud pour des raisons de sécurité et pour des raisons, je pense aussi, des communications, surtout l'entreprise. OK. Un point très important pour cette société, c'est l'accès aux dispositifs fiscaux. Ça, c'est un autre point important parce que depuis le 2017, vers la moitié del 2017, l'État italien a prévenu des avantages fiscaux. Donc, il a géré un peu une accélération dans la transition et dans la transformation 4.0. Il s'agit de crédits d'impôt, okay, pour des achats hardware et software directement installés sur les solutions de coupe. Donc, c'est des critères bien précis. Il y a quelques exemples. Les entreprises, ils peuvent bénéficier d'un 50% des crédits d'impôt sur les investissements, soit jusqu'à 2,5 millions d'euros. Bon, après, ça change un peu si l'investissement il arrive à une valeur supérieure, elle peut bénéficier au 30%, finir à arriver à les 10%. Et c'est clair que pour des sociétés comme ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais il y a des points importants sur cet aspect parce que pour accéder à cet bénéfice fiscal, est nécessaire d'avoir des conditions bien précises. Donc, il y a des règles très techniques sur lesquelles il faut respecter bien la loi. Et donc, pour ce qui concerne les achats hardware, donc la solution, l'équipement, sont obligés d'être conformes à un document de spécialisation technique. Donc, la solution, il doit répondre à une intégration dans l'entreprise. Et c'est important que cette intégration, il doit gérer une communication entre une partie ERP et la solution de production. Donc, dans notre cas, c'est des solutions de coupe. La conformité de cette situation, c'est important parce qu'on doit respecter cette règle. Dans notre cas, on peut dire que c'est beaucoup d'années que notre système sont déjà alignés un peu sur cette règle par le fait qu'on approchait, comme a expliqué bien Geoffrey, des marchés industriels, un peu comme l'automobile, dans lesquels il y a déjà des règles très fortes pour ce qui concerne l'intégration à niveau entreprise de tous les solutions à contrôle numérique. Et donc là, je peux dire que nous, on a des technologies aujourd'hui prêtes et qui sont complètement alignées à cette réglementation. Une autre chose importante, c'est l'aspect d'ergonomie sur ce système. Donc, il faut avoir des systèmes alignés sur des normatifs spéciaux pour faire travailler mieux l'opérateur, donc toutes les personnes qui sont sur ce système. Et en plus, les technologies sont obligées d'avoir des systèmes prédictifs
pour exporter des informations liées à la manutention plutôt qu'à des problématiques techniques sur les systèmes. Donc, c'est clair que la société, il était obligé d'avoir toute cette condition pour effectivement utiliser des dispositifs fiscaux. Ça, c'est un point très important. Je veux dire que c'est pas très simple avoir tout ce type de, comment on peut dire, des technologies à normes pour faire ça. Il y a des sociétés disponibles pour faire des analyses, donc c'est des équipes d'ingénieurs qui sont capables de rédiger des documents précis, vérifier bien si ça marche au moins ce type d'intégration, et donc les sociétés normalement utilisent ce type de sociétés pour faire cette analyse. Merci Andrea, si je peux me permettre, c'est vrai qu'on n'a pas poussé totalement encore l'analyse comparative entre ce dispositif italien et ce qu'on peut avoir en France, mais à creuser, on a l'impression qu'il y a plus en Italie un sentiment de guichet unique avec le Transition 4.0 qui était préalable à la crise, hein, donc c'est pas l'équivalent de de France Relance, hein. C'est quelque chose qui existait déjà précédemment comme l'industrie 4.0 en Allemagne. Nous, ce qu'on va essayer de regarder, c'est comment ils ont mis en place cette notion un peu de guichet unique qui s'adresse à toutes les tailles d'entreprise et avec effectivement des organismes capables de certifier qu'un dispositif est éligible de façon simple et peut-être aussi avec des critères d'analyse qui parlent à tout type de structure. Donc, nous, on va essayer de creuser aussi cet aspect-là, voir si on peut aussi influencer la simplicité du dispositif qu'il y a derrière. Oui, sachant qu'il y a des choses qui doivent être aussi un peu administratives comme chez nous, mais en première lecture, ça a l'air plus global et simple dans l'administration. Il faut qu'on creuse ça. Ouais. Ouais, je te laisse avancer, Andrea, sur la mode. Oui, si on fait un peu un focus sur la mode. Alors, sur la mode, nous, on a vu un peu une transformation qui commence 5 années, dans les 5 années dernières. Et on a vu l'apparition, effectivement, de nouveaux rôles. Donc, nouveaux rôles orientés un peu à la transformation digitale. Donc, on a commencé à trouver des innovation managers, des digital marketing managers, e-commerce managers. Donc, dans la mode, ces rôles sont rentrés déjà dans quelques années. Et c'est des personnes digitales, c'est des jeunes, c'est des personnes sur lesquelles on peut effectivement construire un projet. Il y a toujours des critiques, c'est clair, parce que dans la mode italienne, comme il a expliqué Geoffrey, on a une base artisanale très forte. Donc, c'est important d'accompagner cette société et faire maturer cette société sur la base d'une transformation digitale qu'il peut maintenir, ce métier. Donc, qu'il peut également maintenir et garantir l'aspect de qualité, mais avec des réductions, on peut dire, de la supply chain, chercher d'améliorer le lead time, donc chercher en parallèle d'analyser un peu les procès, pas seulement introduire technologie compatible 4.0, c'est pas suffit. Là, il faut travailler sur un change management de l'employé et donc chercher d'accompagner un peu les sociétés sur cet changement. Et c'est quelque chose que nous, on a fait sur notre client. Donc, le message qui doit passer est que l'innovation numérique, c'est une opportunité pour avoir une croissance et donc, elle ne doit pas être un conflit sur la qualité et l'artisanalité de cette petite société. OK. Et un aspect important, c'était, si on change, je fais, voilà. Pardon. Oui.
Ok, un aspect important, comme j'expliquais, c'est le support que nous, on peut donner et les traits d'union entre l'école des modes et l'entreprise. Donc, nous, on a en Italie 130, à peu près 130 écoles spécialisées dans le monde de la mode. Donc, sont des écoles qui, toute l'année, sont capables de préparer des jeunes pour cette marché. Et toutes ces écoles sont déjà équipées de systèmes informatiques, de notre système pour la gestion de la partie modéliste, 3D, 2D. Donc, c'est déjà des personnes avec l'habitude de gérer et créer des modèles en cette condition. Donc, on peut dire que c'est des natifs numériques qui connaissent déjà tous les logiciels et qui sont vraiment les moteurs pour faire augmenter le niveau de digitalisation sur les PMI et donc dans le monde fashion. Et ce qui est intéressant ici, Andrea, c'est qu'effectivement, si les gens se forment en école à ces outils numériques, derrière, si les entreprises, même les petites entreprises et les moyennes entreprises, se dotent des mêmes logiques et des mêmes outils numériques, il y a une passerelle qui est plus simple en fait. Donc, je pense que les petites entreprises italiennes qui sont de toute façon dans le paysage, elles arrivent aussi à séduire les profils sortis d'école par le fait d'être équipés ou dans une culture digitale numérique qui les séduit en sortie d'école. Ça, c'est à mon avis un des facteurs aussi de passage à l'emploi intéressant ou d'attractivité quand on est un employeur, même sur une structure moyenne qui cherche à avoir des très bons profils qu'on voit maintenant sortir d'école pour animer des communautés, travailler dans le cloud, dans digital, analyser la donnée. Je pense qu'il y a aussi cette capacité à séduire tous ces petits jeunes, enfin ces petits jeunes. Justement, Geoffrey, une petite question par rapport à justement à ces jeunes que vous recrutez en sortant d'école. Enfin, tu y as pratiquement répondu, mais vous n'avez rien à leur apprendre quand ils sortent ou par rapport à cette maîtrise des outils digitaux, je veux dire par là, est-ce que même eux ont des choses à vous apprendre? Est-ce que les formations dans les écoles sont suffisamment pointues ou est-ce que vous finissez de les former une fois que vous les recrutez? Alors là, juste pour être précis, le message ici, c'était nous, on aide les écoles qui forment des professionnels de la mode à mettre en place les bons outils pour que les jeunes étudiants qui sortent des écoles, quand ils rentrent dans les entreprises de mode, soient opérationnels et au fait. Donc, c'est plutôt ce qu'on va amener au niveau des écoles. Voilà. Mais la question se pose aussi dans l'autre sens. C'est quand on a des étudiants qui sortent d'école, est-ce qu'on est toujours attractif pour eux et puis finalement adapte par rapport aux technologies qu'ils apprennent ou pas? C'est un boulot en permanence, quoi. C'est vrai que moi, je vois sortir, alors moi sur mon métier, mon périmètre à moi, où on a des consultants un peu plus expérimentés qui sont passés par l'industrie et voilà que je vais recruter. Quand on regarde nous les équipes R&D qu'on a sur notre site de Bordeaux à Cestas, je pense qu'on va arriver de temps en temps des gens qu'on n'arrive pas à suivre parce qu'ils sont partis dans d'autres choses. Donc après, c'est vrai que ça nécessité faut être en veille sur les technos qui marchent, qui vont séduire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit intégrer effectivement pour être aligné. Après, moi, ce que j'ai aussi pu voir dans les écoles, et là le parallèle avec la France, je peux le faire, c'est que on a parfois des parcours qui sont aussi un peu à côté de la plaque. Et bon, je ne veux pas faire de la France bashing, mais là, il y a aussi parfois au niveau des inspections académiques des choses un peu surprenantes qui se passent, même par rapport aux professeurs des écoles que nous on forme, et même eux qui se rendent que parfois c'est pas totalement ajusté. Donc il y a un travail de fond. Nous, on est convaincus que ça viendra aussi des entreprises, ce besoin de réaligner les formations, les contenus avec les attentes. C'est compliqué, il faut être séduisant. Alors par contre, l'opportunité, nous on la voit, si maintenant les entreprises de mode se mettent à utiliser de la 3D, faire de l'intelligence, enfin de la prédiction via des outils d'intelligence artificielle, commencent à concevoir en réalité virtuelle des usines qui vont opérer depuis différents endroits, ça commence à être séduisant pour des profils créa, des profils ingénieurs. Donc je pense que dans les métiers, la valorisation des métiers de la mode maintenant, il y a une manière de communiquer pour que on attire de nouveaux profils. Mais c'est à faire quelque part, quoi, en fait. Déjà, c'est à expliquer ce qu'est une boîte de mode, un peu à dépoussiérer et à moderniser. Je sais pas, j'ai un peu répondu à la question en répondant à côté, mais non, mais c'est très clair. Mais il faut ouvrir les portes. En fait, je pense qu'il y a aussi ça. En Italie, c'est simple d'ouvrir les portes parce qu'il y a des boîtes, ça bosse. Alors, on n'ouvrira pas forcément les boîtes de toutes
les portes de toutes les boîtes de mode italiennes, hein. Par exemple, dans la région de Florence, Prato, bon, il y a encore des pratiques un peu limites, mais il y a tellement de boîtes, on va en voir une après, un Drumor moderne. Voilà, tout n'est pas parfait, mais ils savent que la modernité de leurs opérations fera partie des facteurs d'attractivité, même pour les clients, hein, pas que pour les futurs embauchés, mais aussi pour les clients. Faut ouvrir un peu les portes. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Complètement d'accord. On a vu vraiment des aspects intéressants de transformation sur l'aspect des 3D. Donc, sur des bureaux, des modèles, ça fait longtemps qu'ils travaillent déjà peut-être avec des solutions des modélistes digitales. Et ces jeunes, ils commencent à parler des 3D, donc sont été formés dans l'école. Et donc, en parallèle à des personnes avec plus d'expérience, c'est sûr, non, sur la partie modèle standard 2D, travailler à côté à un jeune qui connaît bien les 3D, c'est vraiment intéressant. Et comme je veux dire, l'aspect d'avoir des réductions de temps, réduction sur l'aspect delivery d'un modèle, etc., c'est vraiment intéressant. Donc, mesurer cette amélioration. D'accord. Oui, comme tu dis, les outils numériques, ils ont effectivement aussi comme vertu d'amener de la productivité, de la meilleure qualité du temps de cycle. Donc, c'est bien mis en place, ils peuvent servir plusieurs objectifs, hein. Voilà, faut profiter aujourd'hui de ce qui se fait maintenant en termes de technologie dans la mode pour être séduisant, attirer des jeunes, faire de la productivité. On peut tirer plusieurs bénéfices. Oui, c'est ça. On se lance sur Drumor, André? Alors, pour Drumor, je lance la vidéo, tu fais une petite intro, une petite vidéo. Oui. Alors, Drumor, c'est une ancienne société, donc c'est une société qui est née dans les 1770 et c'est une Écosse, disons, une société en Écosse. Et dans le 2006, cette marque anglaise, il était racheté pour le groupe Ciocca, qui a déplacé la production des Écosse vers l'Italie. Comme vous voyez, c'était des technologies très avancées, donc les nouvelles propriétés équipées des machines à l'avant-garde qui ont permis de maintenir l'origine traditionnelle et préserver surtout la fabrication typique écossaise. Le groupe Ciocca, c'est un client Lectra, donc il a investi avec notre technologie sur la partie de la salle de coupe et aussi sur une partie des PLM Cubix. Donc, a démontré une mentalité, une propension à investir sur l'entreprise. Donc, aujourd'hui, la qualité de ces produits n'est pas remise en cause, mais au contraire, on peut dire que la demande du marché est constante et croissante. Donc, c'est un très bon exemple d'une petite société italienne qui l'a intégré une importante société, il a maintenu la qualité et donc il n'a pas perdu, il a pas perdu un peu l'originalité de ce produit. Est-ce qu'on se disait que Drumor, c'est un peu ces belles endormies de la mode, parce qu'il y a des marques comme ça un peu qui sont dans les souvenirs ou dans l'imaginaire, dont on a tous un peu entendu le nom et on ne sait plus trop ce qu'elles font, voilà. Et il y en a en France, hein, qui sont relancées ou relançables. Et l'idée derrière ce cas-là, c'est on peut avoir une communauté, de la communication, des relations presse qui peuvent s'organiser, hein, pour faire parler de la marque, mais derrière se poser la question de quels outils numériques mettre en place, en parallèle des outils industriels qu'on va aussi scénariser, hein. On a vu des anciens métiers, mais à côté de ça, ils vont avoir des découpeurs plus automatisés, du matelassage un peu plus intelligent, et des outils, là, on voyait Cubix Link rapidement, on voyait des dossiers techniques faits à l'écran, mais c'est de se dire la partie technique développement, y compris l'information que je vais mettre sur mon site internet,
ils ont fait le pari de l'optimiser en se disant évitons de passer trop de temps dans du papier, à recopier des données, à balancer ça sur un site internet. Il faut aussi que ça fasse partie de la modernité de nos opérations. Donc arriver à concilier un peu tout, les bonnes technologies pour avoir quelque chose qui d'un point de vue image, produit, opération se tienne. Et je n'ai pas fait l'analyse du marché français, mais je pense que des belles endormies sont intéressantes, y compris aller chercher. Eux, ils ont pris une marque écossaise, ils l'ont faite en Italie, et je pense que c'est pas forcément déconnant de faire du Made in Italy mais en respectant une espèce de savoir-faire sur la laine. Hein. On peut faire du Made in France en allant chercher d'autres types de marques, peut-être, mais en respectant un certain type de savoir-faire. On peut aussi ne pas se priver de certaines choses comme ça. Et on a d'autres cas hein, comme ça en Italie de marques un peu revigorées. Il y en a aussi en France. Et on voulait l'illustrer un peu comme ça. Alors, c'est un peu tout pour la partie, enfin c'est tout d'ailleurs pour la partie présentation un peu scolaire, un peu à l'écran. Maintenant, n'hésitez pas pour tout ce qui est Très bien. questions. Si tu veux enlever le partage, comme ça on vous voit à l'écran, c'est peut-être plus sympathique. Ouais, Si tu n'as plus besoin du support. J'essaie juste de le faire, mais je suis. Hop, Ah. Tu peux reprendre toi ah non, mais je vais me remettre là. Parce qu'en fait, j'étais sur un écran. Donc voilà, ça devrait être. Très bien, voilà, ça y est. On va voir tout Parfait. le monde. Bien, merci. Est-ce que quelques questions il y a des questions de Laurent dans le chat, mais je vais pas revenir dessus. Moi, j'avais une question, Emmanuel. Gilles. Oui, bonsoir. J'avais une question par rapport aux différences entre l'Italie et la France. Est-ce que vous ne pensez pas que les Italiens ont quand même cette chance d'avoir pu garder des entreprises familiales avec un savoir-faire traditionnel que nous, on n'a pas réussi à garder? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les filiales existent encore et que la digitalisation se fait sur un savoir-faire qui existe et qui est encore opérationnel. Alors que nous, on a tout à reprendre. D'ailleurs, les exemples que vous prenez sur les entreprises françaises m'ont fait un peu rigoler, gentiment. Mais le slip français, aujourd'hui, il n'a aucune unité de production. Il sous-traite chez des sous-traitants, mais il n'a pas d'unité de production en propre, Guillaume Gibault. Alors qu'en Italie, on a encore ces entreprises familiales qui ont eu la pertinence de garder des savoir-faire malgré les difficultés qu'elles pouvaient avoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va peut-être plus vite en Italie parce que les filières n'ont pas été totalement laminées comme nous, on a pu l'être en France. Donc, je voulais avoir votre avis sur ce sujet et sur la capacité que la filière textile française aura à rebondir aussi bien que la filière italienne. Moi, je pense enfin, je suis d'accord, hein, Gilles. C'est vrai que si je devais citer des exemples de boîtes aujourd'hui qu'on considère comme authentiques, il y a peut-être C2S, qui dure, là, qui est en train de se relancer, que je trouve intéressant parce que là, ils savent faire de la chemise, des vêtements, il faut développer la marque. Atelier Touferry, c'est quand même aussi intéressant. Là, il y a une reprise familiale sur du jean dans les Cévennes. Il y a un vrai quelque chose. Après, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se passe en France, c'est que ceux qui pensent des produits, vendent des produits, connaissent pas les usines et parfois considèrent que c'est sale des usines, c'est pas bien des usines. Là où en Italie, ceux qui vendent des produits, ben, ils ont une formation d'abord produit. Moi, je vois un peu sortis des belles écoles, hein, sortis de Polytechnique Milan. On a des gens qui ont un vrai parcours parfois autour du produit et qui valorisent tout autant l'usine, les moyens de production derrière, que le marketing, le show à Milan et tout ça. Donc, il y a un gros boulot d'éducation. Donc, après, c'est vrai que la transition familiale peut aider, mais je pense qu'en France, il y a encore un gros schisme entre les gens qui sortent des écoles. Je fais partie, moi j'ai fait une école de commerce, hein, je peux en parler, hein, et ceux qui vivent dans le luxe et tout ça et qui comprennent pas comment on fait des chaussures, des choses comme ça, ils savent juste les vendre et créer une histoire autour, mais qui mériteraient d'être mises un peu. C'est pour ça que je disais, il faut ouvrir les portes. Hein. Je pense que ça peut être aussi une révélation de faire visiter les ateliers, faire de la porte ouverte, pas avoir peur de qui on est. Ça peut faire prendre conscience déjà de plein de choses, des savoir-faire qui existent, des outils, et leur faire raconter de nouvelles histoires. Parce que les histoires en Italie viennent naturellement du parcours et des choses. En France, elles ne viennent pas forcément du parcours et la façon dont les gens arrivent sur le marché du travail. Enfin bon, c'est un peu caricatural, mais ayant fait une école de commerce, ayant vu beaucoup de mes collègues partir dans les boîtes de luxe, vendre des objets de luxe sans savoir comment ils sont produits, ayant découvert moi le monde des façonniers français, les pratiques, voilà, sans rentrer dans les détails, il y a un truc à refaire là. Donc voilà, Gilles, je pense que l'héritage, la transition du patrimoine peut aider. Après, il y a un boulot d'éducation encore à faire, quoi, pour rapprocher ceux qui décident de ceux qui exécutent et pas en faire une espèce de caste en dessous, mais un truc vraiment intégré.
Mais ça va venir. Je pense que d'ailleurs, c'est une bataille culturelle parce que nous, on a tout perdu. Il faut qu'on reparte de la base, effectivement, aujourd'hui. Et c'était un peu les éléments que je voulais mettre en avant. Effectivement, nous, on est obligé de faire aujourd'hui entreprise et découverte pour faire connaître, comme tu le disais très justement tout à l'heure, qu'une usine, c'est pas un gros mot, c'est pas sale et qu'on peut produire dans de très bonnes conditions. Mais c'est pour ça que c'est une bataille. Je pense qu'on repart vraiment de très loin. Et effectivement, les jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui se mettent sur le marché, comme Thomas Huriez avec 1083, vont nous aider effectivement à accélérer cette transition et surtout l'image que notamment les jeunes peuvent avoir sur l'industrie textile aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus, alors paradoxalement, maintenant, les consommateurs se posent peut-être plus de questions. Il y a ce qu'on déclare vouloir faire et ce qu'on fait vraiment sur l'origine des produits, les vêtements, qui les a fait. Donc, il faut attraper cette tendance-là. 100% du marché demain ne sera pas totalement transparent. Ça se passera pas comme ça, mais il y aura une partie du marché qui va devenir plus transparent, plus traçable. Et là, il faut s'appuyer sur ça, hein. Faut montrer les gens qui travaillent, les métiers qui tissent, le tricot, faut montrer tout ça, quoi. Donc, nous, on travaille pas mal sur ces sujets-là en local, sur de l'inclusif. Enfin, on va pousser pour que ce soit plus visible, tout ça. Et on pense que ça va le faire. Merci. Merci Gilles. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois Christine connectée, Jean-Christophe, Benjamin, Bruno, Loïc. Personnellement, je ne quitterai pas ce café virtuel sans une question de Benjamin. Question toujours pertinente. Laurent, tu peux peut-être parler justement un petit peu, on peut peut-être parler du parallèle de ce qu'on disait en introduction par rapport à justement qu'est-ce qu'on peut apprendre en France justement de tout ce qui s'est passé, de comment ça s'est géré. On parlait justement des similitudes qu'il pouvait y avoir entre nos deux pays et la façon dont la crise a été gérée de façon assez différente et notamment aussi par rapport au manque de TI qu'on a en France par rapport à l'Italie. Est-ce qu'on pourrait reparler de ce parallèle, Laurent? Tout à l'heure, en introduction, tu abordais plutôt bien le sujet. Non, mais ça, c'est effectivement, ça met beaucoup d'eau à notre moulin sur la question d'abord de l'entrepreneuriat. En France, pendant un moment, on avait perdu cette fibre. C'est vrai que l'entrepreneur, le patron, c'était assez connoté. On a souvent en France, on mélange parfois un petit peu la morale et des statuts et des fonctions. Donc, quand il y a une mode morale qui va dans un sens, c'est formidable, ça peut être formidable. Et puis le lendemain, ça peut être le contraire et ça peut être terrible. Donc là, en ce moment, l'entrepreneur en France, c'est le nouvel Ivanhoé de l'économie. C'est un héros, c'est formidable. C'est à peu près aussi idiot que de nous avoir traités de salauds de patrons pendant longtemps. Enfin bon, c'est comme ça. Donc il faut en profiter parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, qui veulent prendre des risques. Moi, ce que je retiens de ce qui a été dit, c'est que on a aussi ce débat assez régulièrement ici, à savoir le rôle de l'État, le rôle du législateur. On appelle traditionnellement beaucoup au législateur en France. On voit bien que dans des conditions de marché, j'allais dire en tout cas à l'échelle européenne et mondiale, qui sont celles de l'Italie, c'est-à-dire exactement les mêmes que la France, il y a eu des comportements assez différents. Donc le premier comportement, ça a été de dire qu'il fallait préserver les entreprises. Il y a eu la question de Gilles qui pour moi est assez capitale, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez des familles qui pour des raisons X ou Y, et notamment fiscales, sont obligées de vendre l'outil parce que vous avez des situations qui sont compliquées à des groupes internationaux qui vont les garder pendant un temps et puis après, d'un trait de plume, vont les supprimer parce qu'ils s'en fichent étant donné qu'ils ont leur bureau un peu central qui est loin des terroirs français. C'est quand même plus facile à faire que quand vous êtes enraciné dans une région, que vous croisez tous les jours vos employés et que si vous le faites, ça vous arrache le cœur. Quand les gens sont loin, on a moins d'affect. Donc ça, il faut recréer
j'allais dire, cette proximité. Tu parlais, Geoffrey, de la proximité entre, j'allais dire, celui qui vend et celui qui fait. Il y a également cette proximité entre celui qui investit, celui qui entreprend, et celui qui entreprend et celui qui travaille. Tout ça, ce sont des logiques d'écosystème. Donc on y revient, mais on y revient avec du pragmatisme, en essayant d'arrêter d'être dogmatique à chaque fois, d'opposer les uns aux autres. Ça, les Italiens l'ont très bien compris. Ils ont ces micro-structures qui ont fait marrer pendant bien longtemps un certain nombre de grands groupes ou de grands dirigeants à dire, voilà, bon, pendant un temps, c'est vrai qu'on a réussi, et ça, c'est indéniable, on a réussi en France à faire des champions internationaux comme aucun pays de notre taille n'a réussi à en faire. Enfin, il n'y a pas d'équivalent. Quand vous prenez le CAC 40 et quand vous prenez l'équivalent des grandes capitalisations, sortez peut-être les banques à Londres, mais de pays équivalents, enfin voilà, on vaut là-dessus largement l'Allemagne, largement. Notre problème, il est juste en dessous. Il est sur les entreprises de taille intermédiaire, qui sont souvent des groupes encore familiaux, et qu'il faut, il faut reconstituer. Et là, vous allez avoir des gens qui, en travaillant avec leur propre outil de travail, vont comprendre qu'il faut tout le temps investir. Et on va sortir des raisonnements complètement absurdes qui ont pu traverser l'esprit de gens qui, n'ayant jamais entrepris, n'ayant jamais vu la réalité des choses, ont eu des idées aussi saugrenues que on est un groupe industriel, mais on n'aura plus d'usine. C'est des trucs, il faut quand même être très narc, polytechnicien ou je ne sais quoi, de très très haut niveau, pour sortir des trucs comme ça. Quelqu'un qui a déjà bossé dans une entreprise à taille humaine, il se rend bien compte que, au contraire, il faut valoriser tout ça. Et puis après, j'en parlais au début de cette intervention, la culture et l'imagerie, la symbolique, c'est très important. On a réussi dans les années 70-80 à expliquer que l'usine, c'était le lieu de l'exploitation. En gros, tu allais à l'usine parce que tu avais loupé ta vie. Et ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est assez drôle parce qu'on est quelques-uns à avoir investi ensemble dans un véhicule qui est proche des FFI et on a lancé un média qui s'appelle Les Déviations ensemble. Bon, les Déviations, on voit énormément de témoignages qui collectent des millions de vues sur des gens qui ont quitté une grande banque parce qu'ils s'ennuient à mourir et qui se sont lancés dans des métiers manuels. J'ai vu qu'il y avait une question qui était là-dessus. Il me semble que c'était Bruno qui en avait parlé, mais des métiers nobles, simples, manuels, où on voit concrètement le produit de son propre travail plutôt que rentrer chez soi en ayant la tête farcie parce qu'on s'est tapé 12 heures de réunion où on se demande ce qu'on a réussi à décider, quoi. Donc voilà, donc ça, on y revient, c'est super. Il y a effectivement un État français, moi j'ai bien noté ce que vous aviez dit sur le fait qu'en Italie, ils n'avaient pas attendu le Covid pour prendre un certain nombre de mesures, et en plus, en partant de moins bas. C'est-à-dire que nous, avec notre incapacité à regarder de façon très pragmatique les choses parce qu'on est dogmatique, eh ben, on a laissé l'industrie s'effondrer. Il y avait bien des Gilataf et un certain nombre de personnes qui sont nos adhérents pour gueuler et dire attendez, il se passe des trucs, etc. Mais c'était les seuls, ils prêchaient dans le désert. Donc il a fallu qu'on se prenne un Covid et qu'on se rende compte qu'on n'arrive pas à fabriquer des masques et des huiles ou des gels hydroalcooliques pour s'y remettre. Mais voilà, il faut garder ce pragmatisme. Il faut avoir ces logiques d'écosystème. Il faut aussi que dans les moments difficiles, on n'ait pas un contrôle de gestion, une direction financière qui est devenue omniprésente et qui décide de tout et qui, pour gagner quelques points de marge ou pour prendre des mesures de sauvegarde parfois à court terme, vont envoyer dans le mur tout un tas de petits sous-traitants. On a vu, alors je ne sais pas si c'est le cas en Italie, ça m'intéresse d'avoir votre avis, mais on a eu des Allemands qui ont témoigné il y a maintenant quelques mois, au tout début des cafés virtuels des FFI, pour nous expliquer que quand ça allait mal, il n'était pas rare de voir des groupes industriels puissants en Allemagne dire bon, on va continuer à commander à ce producteur et à celui-ci parce que ce sont des sous-traitants stratégiques et qu'on ne veut pas qu'ils disparaissent quand ça va repartir. Ça, c'est vrai que dans un certain nombre de grands groupes français, ça existe, mais c'est moins le cas. Voilà. Donc, c'est toute une culture, c'est un écosystème, c'est une façon de faire. C'est aussi une compréhension globale de l'économie qui fait que tout est lié. Il n'y a pas une décision dans un coin qui va
Enfin, je veux dire, quand on a un malade en face de nous et qu'on est médecin, on va faire un diagnostic sur une maladie, on ne va pas prendre symptôme par symptôme pour essayer de le traiter de façon isolée. Voilà. En France, du fait de notre, parce qu'on s'en fout un peu de l'économie, parce que voilà, on oppose les financiers aux entrepreneurs, on oppose les patrons aux salariés, on oppose tout ça, et on fait des belles histoires de s'engueuler au bistrot, parce que je vous rappelle que c'est l'unique but national, et j'y adhère. Mais voilà, il faut avoir parfois une vue un petit peu plus complexe, et pour avoir cette vue plus complexe, il faut mettre les pieds dedans, il faut regarder, il faut suivre. Voilà. C'est bon, j'ai bien meublé, Emmanuel, c'était ça la question. Record battu, je pense. Record battu, je pense. Ouais. On était en train de faire des pronostics sur le chat, à se dire, et je pense record battu de la phrase la plus longue sans ponctuation. Je pense. Surtout comment il respire, quoi. Je sais comment Laurent respire, mais je ne dirai rien. J'ai poussé la réponse. Non, c'est vrai que c'est hyper intéressant par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu l'idée des talents et de la façon dont on crée des vocations, etc. On a une autre question justement dans le chat de André-Yves Portneuf qui était intervenu dans un de nos cafés virtuels pour justement parler de l'industrie française. Et il dit que ses amis italiens se plaignent souvent de la fuite des talents qui ne seraient pas assez reconnus en Italie. L'observez-vous dans votre secteur et connaissez-vous le livre, j'espère bien le prononcer, d'Irene Tinagli, Talenti da svendere? Oui. Oui. Moi, je trouve que tu as mal prononcé, hein, par contre. Talenti da svendere. Non, c'est vrai. C'est quelque chose qui se passe pas trop bien. On est convaincu de ça. Aujourd'hui, avec le gouvernement, il a cherché de faire revenir des cerveaux vers l'Italie, donc des personnes qui sont sorties pour faire revenir ça et avoir des bénéfices ou incentives fiscaux. Donc ça, c'est quelque chose pour chercher d'améliorer et récupérer ces personnes qui sont parties. Justement dans des moments de crise ou sur des marchés sur lesquels il n'y a pas trop d'activité. Donc, c'est une observation correcte, mais je pense que dans les dernières années, on a cherché de récupérer un peu ce gap. Ces talents italiens de l'industrie textile, en général, vous les voyez partir où? Pas trop. Sur l'industrie, non, pas trop. En général, je pense que l'observation liée à des activités un peu familières plutôt qu'activités plus petites, il donne aussi à des talents l'aspect de rester et travailler sur cette société. Sur la partie mode, fashion, textile, personnellement, je n'ai pas vu cette retour. D'accord. Benjamin, on a la fameuse question de Benjamin. Et j'ai cherché, hein. Merci pour votre présentation. Moi, dans ma famille et puis dans ma culture en général, on fait des études de médecine et de droit et puis après, on termine par faire prêt-à-porter pour hommes ou pour femmes. Et je dis ça pourquoi? Parce que c'est fait d'une façon assez intuitive. Je connais énormément de gens qui ont monté énormément de boîtes. Je peux vous parler de NAFNA, je peux vous parler de Couples, de Comptoir des Cotonniers, etc. Et je les ai vus faire. C'est tout sauf structuré. C'est vraiment la pagaille absolue. C'est vraiment l'intuition. On tente, on essaye, on se trompe, on recommence. Et je vous assure que quand on leur parle, parfois, on est presque surpris du manque de structure. Donc, ma question serait plutôt pour Lectra. Et peut-être que ce temps-là est révolu. Peut-être que c'est fini ce temps où on tente, où on essaye, on se lance, et puis si ça ne marche pas, on fait autre chose. On avait coutume dans le sentier de dire qu'en hiver, on fait des jeans, et puis quand il fait bon, on les coupe et ça devient des shorts. Et donc peut-être que ce temps-là, c'est terminé. Comment est-ce que Lectra peut aider une boîte? Est-ce que c'est plutôt sur l'optimisation de l'outil industriel pour, je ne sais pas, moi, avoir moins de chutes,
est-ce que c'est plutôt sur la partie prod ou est-ce que c'est aussi sur la partie trend? Est-ce que vous êtes capable d'accompagner une boîte? Je vous demande ça parce que j'ai mon beau-frère qui est en train d'en lancer une, dans le prêt-à-porter. Est-ce que vous pouvez accompagner sur, vous avez suffisamment de data et je ne sais pas quoi pour pouvoir accompagner une boîte pour plus rapidement possible atteindre son marché? Oui. Non, mais je vais faire un peu plus. C'est vrai que Benjamin, mais nous, on a croisé un moment The Couple et les autres à une époque où on venait les voir avec nos outils pour améliorer les opérations et vous nous disiez, c'est gentil, mais on est en train d'ouvrir 30 boutiques là. Demain, j'ai 2 ouvertures aux États-Unis, j'en ai 3 en Australie. Donc, il y avait encore, il n'y a pas longtemps, c'était il y a 5-6 ans, encore beaucoup de boîtes qui étaient dans le retail pur. Il faut ouvrir des boutiques, il faut distribuer, il faut balancer plein de pièces et puis de toute façon, on s'en sortira. Les mêmes boîtes qui sourçaient des produits de façon à pouvoir quand même gagner de l'argent à la fin, donc en acceptant beaucoup d'invendus. Hein. Donc on affiche fort, on fait la remise et puis après on jette tout où ça part. Ça, c'est vraiment en train de disparaître, mais y compris pour les hard retailers, quoi. Les gens même du nord de la France qui étaient là-dedans, parce qu'il y en a trop du surstock, il y a trop d'invendus, ils commencent à se dire ça déborde et c'est plus possible, même pour des boîtes très dans la tendance, dans le moderne. Donc ils se posent eux-mêmes la question de arrêter d'en mettre trop là, arrêter de s'engager trop, effectivement, d'avoir des volumes importants parce qu'on a des engagements pour des appros depuis la Chine. Donc naturellement, ils viennent à nous en ayant un tout petit peu moins en tête l'idée que l'ouverture des magasins, c'est la croissance. Et là, effectivement, là, on se pose, on regarde un tout petit peu, effectivement, comment produire un peu moins, un peu plus juste. Donc, on va falloir raccourcir les délais de décision, s'approvisionner peut-être en plus grande proximité, donc sur des outils de production qui seront un tout petit peu plus modernes, parce qu'il va falloir compenser un prix de la main-d'œuvre qui sera peut-être un peu plus cher sur les opérations manufacturières, enfin de confection, mais ce qui pourrait être optimisé, on l'optimisera. Donc, en ce moment, ils viennent à nous et on les accompagne là-dessus, ouais. Avoir une meilleure offre, des décisions qui peuvent se prendre un peu plus tard, comme ça, on achète un peu moins au hasard, pouvoir commander des plus petites quantités pour éviter d'en avoir plus de 60% qui finissent invendus. Donc, on a des technos, ouais, pour ça. Mais l'origine de la question vient d'une prise de conscience qui est en train de traverser tous ceux qui font du vêtement, y compris ceux qui étaient habitués à ouvrir de la boutique. Donc, ouais. Alors, c'est plutôt donc de l'optimisation de la prod, de la logistique, que plutôt des outils de recherche du marché. Ce ne sont pas des outils qui disent aujourd'hui on cherche plutôt du jogging en molleton avec telle coupe, telle couleur, telle taille. Pardon. Ouais, la brique Redview, ce que j'ai un peu évoqué au tout départ là. Alors, je ne sais pas si vous étiez déjà là. L'intelligence artificielle, ça fait ça. Ça va regarder. Vous êtes The Couples, vous avez des concurrents, ils sont X ou Y. Vous allez regarder un peu ce qui se vend chez les concurrents, quels produits ils proposent, quelle rupture de stock on va aussi détecter sur les sites internet, parce que sur les sites internet, à un moment, des produits sont dispo ou pas, dans des tailles ou pas, dans des couleurs ou pas. Donc, on a des outils d'analyse qui vont aller capter tout ça. Et vous donnez des tableaux de bord permettant de prendre la décision que vous devez prendre. En plus, on va essayer quand même de se connecter à d'autres outils de vente. Donc, l'intelligence artificielle qui analyse la concurrence ne fera pas tout, mais on va se connecter à d'autres outils qui existent aujourd'hui, qui nous remontent des analyses plus fines des produits directement des boutiques. Parce que ça existe aussi. Nous, on arrive à se connecter à plein de choses. Donc, l'analyse de la concurrence, l'analyse des ventes. Et puis, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est l'analyse de la supply chain interne. Ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'à un moment, je n'ai pas un stock de tissus? Est-ce que je sais les stocks de tissus où ils sont? Est-ce qu'ils ne sont pas loin? Est-ce que j'ai aussi un fabricant capable, avec une capacité de prod, à me les sortir, ces pièces-là? Parce que j'ai évoqué le côté, j'en ai mis trop enfin, j'ai surstocké. Parfois, on a sous-stocké et on a du manque à gagner. Donc, on a aussi à répondre à ces appels. Donc, on a des outils pour faire ça. Tu vois, l'analyse de la donnée externe, ce qu'on vend et ce qu'on serait capable de faire. Et ensuite, on le produit sur nos machines de coupe. Mais on a des outils pour l'amont. C'est un peu plus clair ce que je raconte? Oui, merci. Une question, votre expertise, elle est donc spécifique que dans le vêtement. Est-ce que vous êtes capable de l'appliquer sur d'autres segments de marché? Parce que si ça allait collecter de la data, etc., peut-être que vous êtes capable de dupliquer ça. Tout ce qui est mode, habillement, donc maroquinerie, accessoires, joaillerie, bijouterie, tout ça, on est capable d'analyser d'un point de vue qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui va marcher, où on pourrait le produire éventuellement. C'est vrai qu'on a des découpeurs de tissus et de cuir qui vont aller un peu plus loin dans la chaîne aval pour tout ce qui sera maroquinerie et du vêtement. Mais ouais, enfin, tout ce qui est univers des biens de consommation, on a les mêmes capacités de suivre. Je vous mettrai en relation, si ça l'intéresse, je ne sais pas, avec le PDG de Redskin, qui est un copain.
Ouais, qui était bah, une boîte qui a cartonné il y a quelques temps, qui a passé un passage à vide et qui est en train peut-être de renaître. Et peut-être ça peut leur éviter parce qu'eux aussi, ils sont très à l'intuition. Hein. C'est fou. Hein. ouais, mais il en faut, mais c'est un marché de la mode d'hyper-intuition. À un moment, c'est pas à l'extérieur qu'on saura parfois le produit qui va bien marcher, mais par contre, il y a une partie qu'on peut maintenant confier à des outils, des algorithmes, et, voilà, et se concentrer sur ce qui est la valeur ajoutée, quelque part, de la marque ou de l'oppositionnement, quoi. Ouais, super, Ok, on est dispo. merci. Oui. Merci, merci. Nous avons une question de Gilles. Merci Emmanuel. En complément de ce que vous disiez, Geoffrey, est-ce qu'il y a une dimension environnementale dans dans toutes vos recherches et notamment sur votre intelligence artificielle? Parce que j'écoutais ce que vous disiez et aujourd'hui, il y a quand même une grande partie de com là-dessus, mais c'est pas que de la com si on veut réindustrialiser aussi nous en France. C'est un élément important que de parler, vous parlez d'inclusion tout à l'heure, ça joue aussi là-dessus. Ouais. Et moi, j'entendais beaucoup de monde pendant le confinement vouloir réintroduire justement des industries, des usines textiles. Alors moi, je suis dans le sud-ouest de la France. Il y avait à un moment donné une région qui était autour de Pau, qui était assez industrialisée là-dessus, qui est en train de se relancer en parlant de coton bio, en parlant de toutes ces choses-là, de Made in France. Est-ce que justement, donc, la base de ma question, vous avez cette dimension empreinte carbone et Ouais. RSE dans tout ça? Bah, c'est l'idée, en fait. L'idée, c'est d'amener des solutions qui permettent de faire les choses plus efficacement, maintenant, y compris aussi sur ces critères. Donc, efficacement sur la gestion de la matière, pas trop consommer de coton, de matière, les frais kilométriques, la traversée des océans, donc ça c'est un critère. On milite aussi pour que de plus en plus ils intègrent effectivement les coûts du kilomètre de transport dans des prix de revient, avoir des indicateurs. On les a un peu aux États-Unis, ça commence à apparaître parce qu'il est parfois un peu précurseur, mais que ça vienne en Europe et que finalement les critères d'achat intègrent ces notions-là. Et nous on va les suivre et on va essayer de les optimiser par des usines qui seront peut-être plus automatisées mais proches, par des outils de prototypage 3D, parce que mine de rien, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, les protos que les boîtes de mode font, là, mais ça consomme du DHL en termes par millions d'euros chaque année. Donc, toutes les camionnettes qu'on voit se promener dans Paris, ben, il y en a une sur trois, c'est des protos de vêtements, en fait. Enfin, je caricature un peu, mais je suis pas loin dans Paris. Donc, tout ça, on peut aussi se l'éviter si on fait un peu plus de virtuel, si on utilise les outils d'aujourd'hui, et que voilà, ça c'est de l'économie. Maintenant, on est aussi beaucoup sollicité pour que nos machines, par exemple, consomment peu d'électricité, peu de plastique, parce que pour couper, il faut aller parfois mettre des couches plastiques, donc ça, on les enlève. Donc, on essaie d'agir sur différents endroits de la chaîne et de tracer tout ça. Et tracer et de prouver. Parce qu'effectivement, à un moment, tout ce qu'on fait là, il faut l'amener au consommateur, le prouver vraiment et puis voir aussi si ça porte. Hein. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui attendent de voir pour croire et c'est normal. C'est vrai qu'on a une tendance, mais il faut que les consommateurs aillent aussi concrètement dans cette direction-là. Mais il y a beaucoup de choses qui avancent vite là-dessus. On parlait de l'inclusif, on est proche aussi du Fashion Denim Center, là, du groupe Mullier qui est en train de se monter dans le Nord pour produire 1,5 million de jeans par an dans le Nord à côté de Lille. Donc forcément, ça va passer par une vague où ça va pas être rentable, mais ils vont se tester, mais il y aura de l'automatisme. Donc ça va être un peu des phares d'innovation, des choses qui vont se visiter, qui vont inspirer. Je travaille avec le CETI aussi dans le Nord sur les textiles innovants. Ils ont aussi tout ce qui est des technologies de récupération des vieux t-shirts, Okaidi, Kiabi. Je les ai vus broyer hier, hein, et à partir de plein de t-shirts, on a enlevé les zips et les boutons, on arrive à refaire de la matière, du fil, et qui repart derrière sur des machines à tricoter. Et ça existe, c'est visible, c'est visitable. On peut aller voir, on peut commencer à se projeter. Donc tout ça, c'est sur la France. Maintenant, il faut savoir que ça existe. Il faut faire la carte et après, ça va entraîner des projets, je pense, d'envergure sur du Made in France en travaillant en réseau. C'est-à-dire qu'on a capacité aujourd'hui à décider quelque part à Paris ou en Bretagne et à faire produire le tissu quelque part, l'acheminer de façon intelligente sur une zone de confection et le livrer dans une boutique pas loin, quoi. On a des technologies qui permettent d'imaginer ça, et sans avoir tout au même endroit sur un même site, parce que ça se refera jamais, quoi. Donc ouais, le RSE, c'est vital. Enfin, c'est vital. C'est-à-dire qu'il faut aussi être là-dessus, quoi.
Geoffrey, je viens d'envoyer un petit mail pour te mettre en relation avec Benjamin, pour que vous puissiez continuer votre discussion par rapport au contact qu'il t'a proposé. Merci. Laurent, tu as baissé la main, tu n'as plus de questions? Ou c'était juste pour lever la main? Alors, Bruno Forgue, on t'écoute. Oui, bonsoir. Auvergnat, il lève la main pour rien. Ouais, non, je ne suis pas Auvergnat. Je suis pas Auvergnat. La transformation numérique, elle est souvent une mutation très importante pour les petites entreprises. Et le numérique, l'informatique, c'est un domaine technique qui n'est pas toujours très bien maîtrisé par l'entreprise, par la direction et voire par peu de monde dans l'entreprise arrive à s'y coller. Alors j'imagine qu'une part importante de votre processus de vente est de rassurer, d'expliquer, d'aider, d'éclairer les décisionnaires, le décisionnaire sur son retour sur investissement. Il doit sortir de l'argent, mais dans un domaine qu'il maîtrise peu, il a bien certainement une vision de ce qu'il ne faut pas faire. Et vous avez un travail d'éducation important, enfin, parce que quand on parle du groupe Muliez, bon, je pense qu'ils sont bien équipés, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour échanger avec vous, sur le plan commercial, sur le plan technique, mais une toute petite structure, je ne suis pas certain que ça soit très facile de les amener à sortir beaucoup de cash. Après, ouais. même la famille Mullier, maintenant qu'il s'agit de faire des vêtements, ils redécouvrent beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Donc, ils peuvent avoir une IT, des gens habitués à amener des pièces dans les boutiques, à faire du volume. Ça en fait pas des fabricants de jeans. Mais bon, ça, c'est un débat. Après, ils ont une empreinte financière qui va permettre. Par contre, pour aujourd'hui, les acteurs avec lesquels on travaille, qui sont des petites entreprises, nous, on a toujours un peu la même démarche. On met des experts au tout début face aux clients, quoi. On met des gens qui comprennent un peu le métier, qui vont aller les voir, écouter, comprendre, poser 2-3 questions. Enfin, avoir un peu l'humilité aussi de pas raconter la messe avant d'avoir compris. Et c'est l'essentiel finalement de notre démarche, parce qu'après, ce qu'on peut proposer à des clients, c'est de venir sur notre site de Bordeaux à Cestas. On a aussi gardé une grande partie de nos activités. C'est-à-dire, si les gens veulent un peu expérimenter ce que ça veut dire utiliser un PLM, une solution 3D, ben, ils viennent à Bordeaux et on les accueille sur une journée et on déroule un tout petit peu une histoire avec les technologies. Ça leur permet d'appréhender et de projeter, parce qu'il y en a qui ont besoin de visualiser ce que ça serait, et ensuite de décider par quoi on commence. Et on commence par quelque chose. Ce quelque chose étant généralement un win qui va amener de l'argent, de la possibilité, on va lui mettre un sens financier, rentabilité derrière. Les technologies aujourd'hui, en plus qu'on développe, elles sont dans le cloud. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, on évoquait, il nous faut des responsables IT ou des sensibilités IT, mais on n'a pas besoin d'administrateurs de réseaux, de systèmes qui vont être là, vérifier que la base Oracle, elle tient bon. On n'a plus ça. C'est-à-dire que nous, on vous donne accès à des logiciels dans le web qui même pilotent les machines, qui pilotent du QBXLink. On a besoin de sensibilité IT parce que parfois, c'est vrai que ça permet de créer la culture digitale, quelque part. C'est vrai que parfois, ça met du poil à gratter, là où les gens faisaient sur papier, se passer les choses en silo, ça casse un peu les métiers. Mais la culture IT peut venir des jeunes. Quelqu'un qu'on embauche comme un designer, on peut se rendre compte que c'est un super geek et il faut s'appuyer dessus. Et c'est lui qui va faire du change et qui va dire, les gars, c'est possible, regardez-moi, je vais l'utiliser, je vais vous montrer quand Lectra n'est pas là. Je vais vous montrer, vous allez voir. Et nous, on va s'appuyer sur des gens comme ça. Donc, on essaye de limiter un maximum les barrières à l'entrée vers ces technos-là. C'est un peu le cloud aussi permet ça. Voilà, vous me donneriez votre adresse email. Dans 20 minutes, on sera en train d'essayer un logiciel pour faire des dossiers techniques dans le cloud, faire de la consommation de matière. Vous me donnez l'adresse mail, je vous crée l'accès, on y va. Et après, c'est mon expertise, ma petite expertise par rapport à VR. On discute. Moi, je connais un peu, j'imagine, et après, vous m'expliquez, et on avance. C'est la démarche, en résumé, de la façon dont on s'y prend, que ce soit pour des projets qui mettent 5 jours et des projets qui en mettent plus. Et après, une fois que le gars est convaincu, vous avez vous arrivez à l'aider sur des process de financement, sur des modes de financement Alors nous, par exemple, sur la formation, on est assez rodé et on essaie d'optimiser le post-formation. On sait qu'aujourd'hui en France, comme on n'a pas encore le dispositif italien que j'aime bien du transitionné 4.0 avec des ingénieurs qui vous permettent de dire tac, ça c'est du CAPEX, ça va là, de l'OPEX, ça va là, on joue encore un peu. Donc aujourd'hui, on a des projets, on va mettre une grande partie de formation aussi sur les jours qu'on va passer avec vous.
On se sert des projets qu'on a montés, des expériences qu'on a avec des clients pour proposer. La difficulté en France, c'est que parfois, il faut aller chercher au niveau de la région des choses, au niveau de la BPI des choses, au niveau de l'état des choses. Donc, on a 3-4 guichets, hein, je l'évoquais, mais bon, on commence à connaître les guichets. Hein. Donc, parce qu'en plus, on a des commerciaux qui sont un peu par région. Donc, parfois, ils savent aussi en Aquitaine, va taper là, dans le Nord, va taper là. Donc, on se débrouille. On se débrouille pour là aussi. Et là, on partage avec les Italiens un peu cette culture de la débrouillardise. Il faut trouver un moyen. Ouais. Il n'y a pas de raison de ne pas taper au bon guichet. Ouais, bien sûr. Oui, merci. Super. Merci. Désolé Bruno, j'ai dû couper ton micro à un moment donné, mais ça faisait beaucoup d'écho et le message n'était pas très audible. Laurent qui trépigne derrière sa main levée. Non, peut-être, enfin, plus une réflexion qu'une question. C'est intéressant de constater, il y a quand même une transition assez forte qui s'est opérée entre ce qu'a pu dire Benjamin de la culture familiale qu'il décrivait, où c'était une époque où finalement les gens qui donnaient le là dans la mode, c'était des vendeurs, des retailers, des gens qui ouvraient des boutiques, qui savaient lancer des marques. On voit maintenant qu'on est passé, c'est le cas dans beaucoup de secteurs, le barycentre de la décision, de l'importance de l'investissement, etc., il est parti dans la production, avec des unités de production qui ont gagné énormément en valeur ajoutée et surtout qui maintenant ont une capacité de prédiction, de contrôle des coûts qui est extrêmement forte. Et on est passé, j'allais dire, du règne de l'intuition humaine pure, qui était, voilà, j'ai une tendance, j'ai quelque chose, à des choses qui s'approchent petit à petit de l'intelligence artificielle, du prototypage rapide, du test en marché. C'est-à-dire que, sur des secteurs comme la publicité, c'est pareil. Hein. Avant, vous aviez des grands publicitaires qui étaient des gens qui, d'un coup de plume, vous faisaient une campagne en disant « je sens que ça va être comme ça », et puis ça partait, après ça marchait pas, c'était une autre histoire, mais en tout cas, c'était comme ça que ça se faisait. Maintenant, vous avez... quand vous voulez faire une campagne, vous avez 5 landing pages différentes avec 5 messages différents et vous allez tout de suite les tester sur Instagram pour savoir si votre cible elle est réactive, pas réactive et tout. Et en fait, ce qui va faire le succès d'une entreprise, c'est cette capacité à traiter de la donnée et à s'adapter dans sa capacité de production à la donnée, à la compréhension que la donnée permet. Donc, on voit du coup des organisations qui doivent être innovantes, mais qui ne sont plus bordéliques, comme tu le disais là-dessus, Benjamin. Il ne faut pas confondre la créativité et le bordel. C'est deux choses qui sont différentes. Donc, il y a aujourd'hui maintenant des méthodes qui permettent de faire ça. Alors après, il y a toujours de la place à des grands créatifs, à du test and learn très rapide, à ce genre de choses. Mais voilà, avant, toutes les marques qui ont été citées, c'est finalement des marques qui vendaient des choses qui étaient fabriquées très loin. Vous étiez livré par conteneur entier, donc s'il y avait des invendus, parce qu'en fait, c'était à force de la marque de s'organiser. C'est là où on a vu les ventes privées décoller, les soldeurs, toutes ces choses-là, tous ces métiers qui sont apparus, parce que ces grandes marques ne maîtrisaient plus la fabrication. Là, on est en train de complètement y revenir et on est en train de rentrer. C'est assez drôle, hein, finalement. La mode, ça devient de plus en plus, alors pas complètement, heureusement, mais des métiers d'ingénieur ou même un modéliste, même un créatif, c'est quelqu'un qui apprend à maîtriser des outils technologiques, alors qui maintenant sont de plus en plus simples à maîtriser, mais qui, en tout cas, avant, c'était des gens qui parfois disaient « moi, j'y comprends rien, c'est pas mon truc, je veux pas m'intéresser à la techno, je veux pas m'intéresser… » Là, c'est fini, vous êtes obligé d'avoir ça. Donc ça, c'est assez intéressant de voir cette illustration, parce que finalement, ça explique aussi une partie du basculement. On est passé d'une France textile très puissante, avec le Sentier qui rayonnait, avec le Nord qui produisait d'une certaine façon, etc. Et ensuite, il y a eu un basculement vers des unités de production beaucoup plus intelligentes, en tout cas des entreprises avec un barycentre beaucoup plus dans la production. Et ça, ce que je comprends de notre échange, c'est que l'Italie a su suivre cette migration et à s'adapter à chaque élément. La France n'a pas su gérer cette transition, donc elle s'est accrochée à son ancien modèle. Et quand il a fini de s'écrouler, il n'y avait plus rien. Et par contre, des Chinois et d'autres, parce que ça aussi, je sais que ça nous fait mal collectivement, surtout ici,
Mais on a eu des conversations off avec Geoffrey qui nous expliquait que c'est quand même le paradoxe absolu d'avoir une boîte française qui est Electra, qui est leader de son secteur, et l'un de ses plus petits marchés, c'est la France. C'est-à-dire que tu passes ta vie enfin pas toi parce que tu t'occupes d'autres zones, mais que l'entreprise vend beaucoup plus en Chine, alors que nous on se dit bah, c'est normal, les Chinois ils ont une main-d'œuvre qui est moins chère. Bah ouais, ils ont peut-être une main-d'œuvre moins chère, mais ils investissent 10 fois plus. Ils ont des unités de production hyper modernes. C'est fini cette image d'Épinal qui est de dire c'est de la mauvaise qualité, c'est machin, ces trucs. C'est plus vrai. Donc il faut qu'on se mette à jour aussi, nous, et qu'on se dise non mais attendez, c'est super d'avoir des grandes intentions, mais il y a un moment donné, il y a quand même des standards maintenant internationaux. Là-dessus, il se passe des choses encore, mais toutes les semaines, on apprend des choses. Hein. Alibaba qui lance des marketplaces où il permet à 1000 usines de se connecter. C'est des usines hyper automatisées. Et enfin voilà, on est de la production à la demande de n'importe quoi. Avec aussi un accès, enfin tous les consommateurs, alors après c'est l'État qui veut ça aussi, sont connectés via les applications. C'est vraiment plus que de la main-d'œuvre à bas cher. Hein. La Chine, ça commence aussi. Les capitaux chinois, de toute façon, rachètent pas mal de boîtes françaises. Hein. Lanvin, Kidilis, ils arrivent aussi. Ils prennent des participations. Ils s'inspirent de ce qu'on fait. Ils essaient aussi de racheter des façonniers français, donc des fabricants du luxe, un peu mis de côté, qui sont en train d'être approchés par des capitaux, enfin des investisseurs chinois. En Italie, c'est exactement la même chose. Alors, ils résistent un tout petit peu mieux, je crois, au moins au niveau des marques. Mais ils n'ont pas oublié d'être intelligents, hein, nos amis. Ça fait effectivement partie de la concurrence. Par contre, je pense qu'on a eu beaucoup le débat. Est-ce que du vrai Made in France pourrait séduire les clients chinois? Et peut-être, en fait, ce qui est un peu bizarre aussi, c'est que pourquoi on leur vend pas plus de vêtements Made in France aussi aux Chinois? Il y a un vrai Aussi marché, paradoxalement que ça puisse paraître, mais ça n'existe pas. Le vêtement Made in France en Chine n'existe juste pas. On a du luxe qui se vend, mais il n'est pas tagué chinois. Enfin, français, je veux dire. Il sera fait où il sera fait le luxe. Ouais. Enfin, nous, on a quand même des consommateurs chinois. Pardon, Gilles, je disais, il y a des consommateurs chinois aujourd'hui qui sont en demande de produits français, justement, et qui on est veulent d'accord que le potentiel, luxe, il est sous-exploité, Gilles. il On est est d'accord. sous-exploité totalement. Il est incroyablement sous-exploité. Mais là, je vais reprendre ma casquette 2 minutes de président d'Origine France Garantie et pondérer un peu ce que dit Laurent. Effectivement, les usines chinoises sont très performantes, mais il faut voir dans quelles conditions elles produisent. Après, il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est aussi une bataille. Quand je dis que c'est une bataille culturelle aussi, c'est un vrai sujet de savoir dans quelles conditions c'est fabriqué. Enfin, on a eu il y a de tout, Gilles. Il y a vraiment de tout. Moi, j'en ai visité. Non, mais on a eu la problématique des Ouïghours là sur le coton. Moi, je veux bien, mais aujourd'hui, si on envoie des esclaves dans les champs de coton, ça aide à être compétitif. C'est pour ça que moi, j'avais une question fondamentale à vous poser aujourd'hui. Est-ce que Electra est en capacité d'aider les entreprises françaises à travailler sur la compétitivité hors coût et pas seulement sur la maintenance prédictive en temps réel, qui est fondamentale aujourd'hui pour l'industrie française, certes, mais est-ce que vous réfléchissez aussi à aider l'industrie textile française à travailler sur ce que moi j'appelle la compétitivité hors coût, qui me semble un élément essentiel, et je suis content que André-Yves Portneuf soit là ce soir pour, j'espère, appuyer mon point de vue. Et quels sont aujourd'hui les sujets que vous prenez en main sur ce périmètre? Je veux bien que tu m'explicites un peu ce que tu entends par la compétitivité hors coût et là où nous, on pourrait intervenir. Enfin, non, mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, on pointe du doigt la problématique du coût du travail en France. Hein, ça a été pendant des années le sujet numéro 1 pour nous dire que de toute façon, le problème de la production française, c'était le coût de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on s'aperçoit que déjà, d'une part, on peut trouver des coûts cachés aux délocalisations, sans parler de la problématique de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, si on fabrique en Chine, malgré tout, moi je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut, mais sur la Chine, il faut faire venir les produits en Europe. Et donc là, il y a quand même une problématique qui va nous sauter au visage très très rapidement. Donc ça, c'est un sujet numéro 1. Alors là, moi, je milite depuis très longtemps pour une taxe carbone pour justement éviter les importations sur des produits fabriqués au bout du monde dans des conditions toujours très douteuse. Hein. Moi, je suis content qu'aujourd'hui, il y ait des acteurs en France comme Good Fabric avec Nathalie Lebas qui
réfléchissent à justement faire prendre conscience aux marques françaises. Donc, moi, la compétitivité hors coût, c'est tout ce qui peut aujourd'hui, la montée en gamme, le luxe, la maintenance prédictive, parce que c'est le sujet aujourd'hui, je pense, essentiel sur les industriels pour gagner en productivité. Est-ce que c'est un sujet que vous avez en tête ou pas, en fait? Oui, alors nous, déjà, on veut quand même travailler les coûts de confection. C'est-à-dire, quand je dis confection, c'est coupe, et on ne sera pas les seuls. On regarde aussi ce qui se fait d'un point de vue cobotique dans certains ateliers de France pour que même l'acte de montage soit un peu plus robotisé. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais faire des vêtements avec des robots, où ça sera très long. Mais par contre, on peut aider, comme dans d'autres industries, il y aura une fonction ergonomique à ce que l'acte soit plus simple et que les robots assistent ceux qui montent et qui font des opérations de piquage dans leurs opérations. Et ta compétitivité coût pour coût va être améliorée. Et ensuite, tu auras une répétabilité, une qualité qui sont aussi des coûts directs, enfin indirects ou directs que tu vas pouvoir mesurer. Donc, on veut aussi que même l'opération de faire un vêtement via les technologies soit plus compétitive. Ensuite, on n'est pas forcément militant, nous. Je l'ai évoqué, on est capable de tracer aujourd'hui via nos outils les kilomètres parcourus par des vêtements et de restituer des indicateurs extrêmement explicites de l'empreinte carbone. Et on le travaille avec des boîtes spécialisées là-dedans, dans la traçabilité. On n'aura pas forcément, nous, une mission militante par rapport à ça. Par contre, avoir des outils qui facilitent l'accès à la donnée, l'exploitation de la donnée et laisser l'industrie s'en emparer et l'exploiter, oui, bien sûr. On se pose des questions. Enfin là, pour le coup, j'allais dire, on est opportuniste. On va faire en sorte qu'on fournisse des outils qui permettent d'alimenter le débat sur ces réflexions-là, y compris si le débat peut avoir un impact sur le comportement d'achat du consommateur. Si on se rend compte que le consommateur, il a besoin de le voir, qu'il a besoin d'aller sur un site internet, mesurer pas uniquement précisément son vêtement, mais qui l'a fabriqué, dans quelles conditions, et avoir des preuves, alors via la blockchain ou d'autres technologies, de ce qu'on est en train de dire. Voilà, faut que ça arrive. Je comprends, parce que je prenais le parallèle avec l'Italie, quand je parlais de compétitivité hors coût, l'image, par exemple, du Made in Italy, avant qu'aujourd'hui ça devienne un vrai sujet en France, de toute façon, on s'est aperçu qu'un pays qui produisait plus, c'est un pays qui était en train de mourir, mais l'Italie avait réussi à garder cette image de marque qui faisait que la compétitivité hors coût faisait que un produit italien, on savait que c'était plus cher parce que la qualité était bonne, parce qu'on était sur un produit haut de gamme. Et aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qu'on doit prendre en main, en tout cas dans l'industrie textile, pour montrer que une marque française, elle a tout intérêt aujourd'hui à intégrer ces outils de production, parce que les Italiens nous ont montré aussi la voie. Souvent, les marques avaient leur propre unité de production, alors que la France a été pendant des décennies complètement saucissonnée, c'est-à-dire qu'on avait les unités de production qui étaient complètement sous la coupe de donneurs d'ordre, voire de grossistes qui eux-mêmes vendaient à des centrales d'achat, qui eux-mêmes après revendaient. Donc il y avait la chaîne de marge. Alors qu'en réduisant le nombre d'intermédiaires, on pouvait être plus compétitif. Mais parce que les marques, pendant des années, ont préféré pressuriser les façonniers en France. Et c'est pour ça, quand je dis que c'est une bataille culturelle, qu'il faut tout reprendre à zéro. Et c'est pour ça que ça me semble important de dire qu'aujourd'hui, on doit intégrer les filières. Les marques doivent intégrer la production pour être plus compétitifs par rapport aux consommateurs. Après, ça sera aussi à creuser, mais je pense qu'au niveau des comités stratégiques de filière mode et luxe, qui regroupent un peu toutes les boîtes du luxe qu'on connaît, il y a aussi des ambitions et des objectifs affichés de sourcer plus en local, faire du Made in France. Donc nous, on essaye aussi de les sensibiliser. Quand je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, les boîtes de luxe. Quand on leur parle de ce qu'ils peuvent imaginer demain, on ne se prive pas de leur monter des outils de production qu'on imaginerait bien chez leur façonnier quelque part. On s'est dit, regardez, imaginez qu'un tel dans le Choletais ait une machine comme ça, qui reconnaisse automatiquement des défauts, les motifs de vos vêtements hyper complexes et que ça lui permette de couper un peu mieux. Ça serait-il pas intéressant qu'on l'aide à investir dans ce genre d'outils? Donc on essaye, voilà, au cas par cas, de les amener vers la compréhension de ce qui peut se passer au niveau de la prod, de ce qui est possible. Ça prendra un certain temps, on peut sans doute être plus efficace en chassant groupé, mais on va y œuvrer. Et eux-mêmes, d'un point de vue filière, tendent à afficher des objectifs qui vont dans ce sens-là, y compris par la loi Pacte, d'autres types d'engagements qu'ils prennent. Faut se rencontrer.
Là, je pense qu'il va falloir aussi nouer un dialogue avec le comité stratégique de filière pour parler de la mode, entre les grands groupes de luxe et les fabricants, qui se passent avec des initiatives réelles qu'on pourra mettre en place. En tout cas, moi, je trouve que vous êtes un très bel exemple pour le textile français, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui sont devenues des noms communs, parce que quand on parle d'un Lectra, maintenant, c'est comme un frigidaire, quoi. Donc, c'est formidable. C'est vrai, c'est quand même bravo. Hein. C'est quand même une super belle réussite qu'il faut mettre en avant. Les amis, je suis désolé de vous couper, même si c'est passionnant, mais je suis le méchant gardien de la clepsydre et nous avons dépassé l'horaire. Donc, on a une dernière intervention de Benjamin, si elle est courte, Benjamin, et ensuite je laisserai Laurent ou Gilles ou les deux. Non, moi je vais vous laisser. Je suis dire désolé, le mot de la fin. Vous l'avez dit au départ. Je suis désolé. D'accord, Gilles. Merci Gilles. Bonne soirée. Merci à bientôt. beaucoup, à bientôt. Bonne soirée. Donc Benjamin, on t'écoute et ensuite Laurent aura la lourde tâche de conclure. Je crains que mon intervention soit polémique et qu'elle en donne l'envie à certains d'intervenir. Alors, est-ce que je la fais ou je la fais pas? Et puis, on se la garde pour une prochaine fois ou pour un échange entre nous. Il me semble qu'encore une fois, on a touché un petit paradoxe. Dans la même discussion, on s'est dit il faut faire attention aux frais de transport lorsque les produits viennent d'ailleurs, etc. Et dans la même conversation, on a dit et ça serait bien que les Français deviennent les champions de l'exportation, notamment vis-à-vis de la Chine, parce que c'est un marché qui est sous-exploité. Donc, pour moi, le monde est devenu plus petit en termes de consommation, mais d'un point de vue géographique, il n'a pas bougé en termes de transport des marchandises. Et donc, pour moi, à chaque fois que l'on s'attaque à la Chine en disant c'est pas bien là-bas, c'est mieux chez nous, je suis un tout petit peu gêné. Certainement que là-bas, c'est sûr et c'est avéré, ils ne respectent pas les normes, ils ne respectent pas les salaires, mais ils ont aussi des entreprises qui sont formidables. Et donc, je n'irai pas, moi, sur ce terrain-là de eux, c'est pas bien et nous, c'est merveilleux. Je dirais plutôt sur la concurrence réelle. Nous n'avons, de mon point de vue, quasiment pas le choix en France que de faire mieux. Et mieux, c'est ne pas attaquer les marchés à bas coût parce qu'on n'y arrivera pas. C'est avoir de l'innovation, c'est avoir un super marketing, c'est avoir des super images pour justement pouvoir rencontrer un marché global et espérer continuer à vendre en Chine. On a la chance d'être français. Je ne pense pas que les Polonais, les Tchèques, etc. ont cette même chance. Quand on est en France, on a un pays qui raconte quelque chose. C'est un des pays les plus visités au monde. C'est un des pays les plus filmés au monde dans les films. Et donc, on a une carte à jouer pour pouvoir s'attaquer à l'international. Et s'attaquer à l'international, ça veut dire aussi des taxes carbone et des coûts carbone empreintes lorsque l'on envoie vers la Chine, vers les États-Unis. On n'a pas le droit de Merci, réenchérir là. Benjamin. Non, mais Benjamin, moi, en tout cas, je suis extrêmement d'accord et je pense que voilà, le potentiel de Made in France, il est sous-valorisé, mais qu'on peut faire les deux. On peut à la fois se dire, j'ai des marques Made in France fortes qui reconstituent une histoire et qui peuvent très bien opérer avec des outils en Chine. Alors, c'est nous ce qu'on vend. Moi, mon usine 4.0, elle peut aussi être en Chine et respecter le gisement de matière qui sera chinois, les goûts chinois. Mais par contre, je vais prendre mon markup de marque française qui a su repositionner ce qui pouvait être sa force. L'esthétique, l'artistique et tout ça, c'est reprendre un peu aussi la main. Alors, ça fera un peu de l'emploi en Chine avec des usines modernisées, mais ça peut aussi ramener du capital en France parce qu'on maîtrisera un peu plus ce qu'on est en train de faire, mais on s'appuiera sur le Made in France en tant que marque. Donc, les deux peuvent être compatibles. Hein. On peut avoir recréer cette force et imaginer aussi de respecter, de ne pas faire plus de kilomètres parce que ça serait frais en France de le renvoyer en Chine, mais de le faire en Chine à la française. Alors attention, là on se met à se projeter, mais avec des technologies, bon, je vous parle de quelque chose dans 20 ans, mais nous on vise aussi des technologies qui permettent demain de faire des vêtements sans trop de main d'œuvre non plus. Là, on peut aussi polémiquer, mais c'est-à-dire qu'on va aller vers des choses de plus en plus automatisées et l'usine de vêtements demain, ça sera peut-être comme une usine agroalimentaire aujourd'hui où il y a très peu d'ouvriers en fait quelque part. Enfin bon, bref, voilà. Là, c'est peut-être remettre une pièce dans la polémique. Moi, ce que je retiens, c'est qu'avec Gilles, il faut que tu ailles ouvrir des boutiques Belleville en Chine pour leur montrer ce que c'est que le Made in France. Et puis voilà. Et ensuite, on a plein d'interventions sur le chat, mais vous le verrez dans le replay, qui sont intéressantes. Mais malheureusement, nous devons mettre fin à cette FFI Academy. N'hésitez pas à continuer à partager ensuite sur nos réseaux et en contact direct si vous le souhaitez. Hein. On est là pour aussi vous mettre en relation les uns les autres pour ceux qui veulent continuer ce débat, on va dire, en direct. Laurent, c'est à toi. Alors, traditionnellement, Emmanuel me demande toujours de prononcer un mot.
Et là, il m'a envoyé par WhatsApp concupiscence. Donc, ça y est, j'ai dit concupiscence. Maintenant, tu peux te gratter pour que je mette ça dans une phrase. Donc, comme ça, c'est fait. Merci. Alors, oui, merci beaucoup. Je trouve que c'était effectivement un débat assez intéressant qui est en plein dans les éléments, comme tu l'as dit, Benjamin, parfois un peu polémique, mais je pense que c'est tout à fait significatif de notre communauté, c'est-à-dire qu'on a ce côté un peu français où on dit ouais, ils ont qu'à regarder ça. Bon, il y a quelques images d'Épinal qui viennent parfois expliquer que les choses sont blanches ou noires. Bon, la réalité, c'est que on a des concurrents qui sont aujourd'hui extrêmement agressifs, qui sont organisés, qui parfois ont effectivement des facilités parce que eux ne sont pas aussi regardants que nous sur un certain nombre de processus de fabrication, de traitement humain, de salaire, etc. Par contre, cette partie-là va être réglée assez rapidement par la consommation et par la consommation éthique. C'est-à-dire que on va probablement avoir un alignement entre ce que toi, tu as pu dire, Benjamin, et ce qu'a pu dire Gilles, qui est que, oui, il y a quand même des gens qui trichent. Et on a eu le président de l'ADEME qui nous a bien expliqué qu'il y avait quand même effectivement des gens qui trichaient, et derrière leurs belles usines, il y avait des pratiques qui parfois n'étaient pas bonnes, mais en attendant, leurs usines sont belles. Donc, il faut être d'un côté et de l'autre. Comme d'habitude, il faut être assez nuancé. La réalité, elle est qu'il y a des gens qui trichent et qui investissent en même temps, et puis il y a des gens qui se plaignent et qui n'investissent pas. Donc, on ne peut pas être simplement dans le côté c'est dégueulasse, les autres ont triché, et il faut qu'ils arrêtent de tricher avant qu'on se mette à bosser. Le point, il est que on a un leader mondial qui est français, qui a des belles machines, il en vend peu en France. Et il se trouve qu'on a un secteur qui s'en porte pas bien. Donc, probablement que pour le rebond qu'on est tous en train d'appeler de nos voeux et sur lesquels on essaye de s'organiser, il faut jouer sur tous ces tableaux-là. C'est-à-dire, naturellement, on a eu des intervenants qui venaient pour dire, écoutez, voilà, l'Europe, parfois, elle fait mal son boulot parce qu'il y a un certain nombre de points où elle est naïve. Parfois, les appels d'offres publics, ça va pas parce que là aussi, on est très naïf, et ça, c'est le cheval de bataille de Gilles, la compétitivité hors coût, c'est-à-dire combien ça nous coûte d'avoir des chômeurs, combien ça nous coûte d'avoir un environnement qui se dégrade, etc. etc. Ça, il faut qu'on le traite, et on ne le traitera pas avec des usines mécanisées ou pas. Il n'en demeure pas moins qu'il y a la compétitivité coût. Et qu'aujourd'hui, même dans les pays à main-d'œuvre bon marché, il y a des investissements absolument considérables qui sont réalisés pour réduire le nombre d'heures de main-d'œuvre par pièce. Et ça avantage paradoxalement la France. C'est-à-dire que quand on aura finalement des machines très performantes à peu près partout, finalement, la différence salariale, elle ne fera qu'une fraction du prix, et elle sera largement couverte par les coûts de transport. Donc tout ça est une bonne nouvelle. Ça peut nous donner du baume au cœur et dire, voilà, investissons, mais mécanisons, apprenons des données. Il n'y a pas que, voilà, on a souvent ce débat-là, on ne fera pas revenir les usines de t-shirts des années 80 qui sont parties. Celles qui vont revenir, ça ne sera pas les mêmes, ça sera des usines très différentes. La bonne nouvelle, c'est que ça créera des emplois puisque ces usines ne sont plus là. Ça créera des emplois différents, Laurent. C'est-à-dire créera des emplois de cadres, des emplois sur lesquels nous, normalement, on a une filière de formation qui est normalement exploitable, quoi, en fait. Des ingénieurs, des choses comme ça, quoi, en fait. Voilà. Après, on a un autre combat qui est que on apprécie aussi beaucoup les usines parce que c'est un lieu d'ascenseur social. Donc, il faut aussi que ces métiers qui sont accessibles à des gens qui ne sont pas forcément fortement diplômés, on puisse les revoir dans nos pays. Mais là encore, il va y avoir un moment ou à un autre une consommation des clients qui n'accepteront plus que leurs produits fassent 4 fois le tour du monde. Et ça, quand on verra ça, et ça me permet de faire une petite transition avec ce qui sera dit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura des technos digitales qui permettent de montrer
en réalité virtuelle ce qui se passe dans les unités de production, vous allez voir que l'usine qu'on ne voulait pas plus voir il y a encore quelques temps, maintenant on la tolère, voire on l'accepte, mais sans forcément aller plus loin. Vous allez voir que demain, ça sera un outil de vente extrêmement puissant parce que les gens voudront savoir comment on produit. Donc, ils voudront voir l'usine. Ils voudront voir si, effectivement, c'est des Ouïghours réduits en esclavage qui sont à l'autre bout du monde en polluant, je sais pas quoi, la moitié de la planète, ou si c'est des gens bien formés, bien payés, dans des environnements propres, qui ont là. Donc, là aussi, prenons conscience que les technologies sont là pour améliorer l'unité de production, mais également améliorer son propre marketing. Voilà. Donc, tu m'as demandé un mot, je n'ai dit qu'un mot, Manuel. C'était clair et concis, c'était très bien, comme d'habitude. Alors, on a encore plein de remarques. Il faut se grouiller, les Chinois sont de plus en plus exigeants avec ce qu'ils achètent et risquent de consommer aussi de plus en plus en local, nous dit Benjamin. Et Gilles Matelier nous dit, Emmanuel, si Geoffroy, on est d'accord, je serais ravi de visiter leur centre d'exploitation de Cestas. Ah oui, ça s'organise, ça. Écoute, ça, c'est ce qu'on peut organiser. Et puis, de toute façon, je vous rappelle que on pourrait même organiser on pourrait se faire une journée porte ouverte aussi. Hein. Donc, alors, voilà, écoute, ouais, c'est très bien, justement. On peut se l'imaginer. Ça nous permet de vous mettre une petite piqûre de rappel à tous en vous rappelant que les FFI vont ouvrir dans plusieurs villes de France cette année. Je crois qu'on est à 8 villes candidates, Laurent, c'est ça? C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est que ce sont nos propres membres qui se proposent pour développer les antennes en local dans nos régions de France. On prévoyait d'en ouvrir 2 ou 3 dans l'année. Et on a 8 villes qui se sont montrées candidates pour avoir des antennes des FFI. Le but, c'est de mettre en avant... Sur l'Ectra à Bordeaux, hein, d'ailleurs. Et sur Château-Angélus. Voilà, Château-Angélus avec Gilles, exactement. Et donc, on met en avant les savoir-faire du Made in France à chaque fois dans chaque région, mais l'idée aussi, c'est de faire venir les FFI des différentes régions dans les autres régions pour que ces savoir-faire se partagent et se mélangent. Voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup d'industries en France, notamment, qui sont à cheval sur plusieurs pays, sur plusieurs régions, comme la Bretagne et l'Occitanie, enfin voilà, suivant si on est dans l'aéronautique ou dans l'industrie lourde. Voilà, ce sont d'autres sujets dont on parlera. Donc, voilà, on note, Geoffrey, mais avec grand plaisir pour aller visiter, faire un petit tour dans le Bordelais, ça se refuse jamais de toute façon. Voilà. On accueille très bien. Merci beaucoup. Pour les amis, 20h15, c'est le plus long café virtuel que nous ayons fait à ce jour, puisque même en essayant de couper, on n'a pas réussi. Et donc, merci Andrea, merci Geoffrey pour votre intervention. Merci à tous. Merci à tous. Et à la semaine prochaine pour le 3e épisode. Et sous peu, je vais vous envoyer par WhatsApp à tous le lien vers le replay pour ceux qui souhaiteront revoir ce café virtuel. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bravo, merci.